Salut les jeunes, aujourd'hui je voudrais vous proposer une vidéo sur le colorisme. Donc je suis coloriste digital, je travaille sur DaVinci Resolve parce que bon, j'aime beaucoup leur caméra également. Je pourrais travailler sur Avid. Et puis je travaille en Rec 709, donc je ne travaille pas en Rec 2020. Donc là j'ai un projet qui est configuré de façon assez classique, hein, en 25 images par seconde. Là, on est en DaVinci Color Manage et puis rendu en Rec 709-A. Voilà, donc rien de particulier. On va aller sur la page des couleurs. Voilà. Et donc là, on a deux clips. On a un où on peut me voir fumer la pipe et un autre où on peut me voir verser du tabac. Voilà. Hein, donc on va choisir le premier clip. Dans un premier temps, je voudrais vous montrer un petit peu comment je construis un arbre d'ordinaire. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment on applique la technique Technicolor en digital. Donc la première chose, c'est que ce qu'on fait toujours, hein, on fait un arrêt sur image. Voilà, on peut regarder un petit peu les scopes. Vous allez remarquer sûrement que je travaille avec DaVinci Resolve 16. Il y a une raison pour laquelle je ne suis pas à la une version récente. C'est parce que je ne trouve pas que Resolve se soit véritablement amélioré depuis. J'aime beaucoup ce que fait Blackmagic, mais j'aime pas tout ce qu'ils font. En l'occurrence, je trouve que ce qui a été ajouté depuis, c'est beaucoup de programmes d'assistance automatique dont j'ai pas particulièrement besoin. Je suis pour le travail manuel au maximum et de façon générale pour offrir un monde un peu plus agréable pour les futures générations, j'essaie de vivre selon des choix éthiques et donc je refuse tout ce qui est technologie d'assistance qui nous retire en fait du savoir-faire manuel. Donc tout ce qui va être téléphone intelligent, les voitures électriques, toutes ces choses-là, tout un tas de gadgets du quotidien, des applications, des choses comme ça. Bon. En l'occurrence pour Resolve, je travaille beaucoup avec la version 16, avec cet ordinateur, et puis la seule limitation que j'ai, c'est quand j'ai des clients qui ont des caméras en RAW, donc ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de marques qui proposent du RAW et évidemment là c'est pas imbriqué dans le programme. Donc il me faut une version plus récente, auquel cas j'utilise un autre ordinateur avec une version plus récente. Donc la première chose qu'on fait, vous voyez, on s'arrête sur une image hein, de notre clip qui va nous permettre de... C'est l'image la plus significative du clip. Hein. L'image qui va nous permettre d'avoir un aperçu global des informations qu'il y a. Donc là, je m'arrête sur cette image. Pourquoi? Parce que il y a de la fumée qui se dégage de ma pipe, donc c'est une information en plus que je vais avoir, que je ne vais pas avoir au début du clip, par exemple. Hein, donc on s'arrête là. Normalement, c'est un plan qui est fait pour être tourné, comme vous pouvez le voir, on peut voir sous la table, hein, mais ça, faut faire attention. Normalement, c'est fait pour être tourné en 2.35. Là, tout de suite, voilà, l'image a du sens. Hein, il faudrait la remanier un petit peu, mais elle a plus de sens comme ça. Peut-être même que là, en 1.85, ça rendrait peut-être bien avec un léger recadrage, ça rendrait bien. Mais peu importe, ça n'a aucune importance aujourd'hui. Donc la première chose qu'on fait, c'est construire un arbre. Après avoir regardé un petit peu à quoi ressemble l'image, donc là on peut voir qu'en balance des blancs on est très bien, et puis on n'a pas encore éclaté les couleurs, et l'exposition. Donc voilà la façon dont Resolve fonctionne. Vous avez ce qu'on appelle des nœuds là, ça c'est un nœud. Et avec ces nœuds, on va construire un arbre. Et cet arbre va servir à transformer cette image qui est plate en une image utilisable dans l'espace colorimétrique 709 qu'on peut observer juste ici. Hein, qui est loin d'être rempli pour l'instant. Donc ça c'est du ProRes 422 en 10 bits. Hein. Donc le premier nœud, en fait, ça va être la réduction du bruit. Toujours, et je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Hein. Les nœuds fonctionnent de la façon suivante. Donc là, je vais faire Alt-S pour avoir un nœud en série. On pourrait également faire ça, hein, ajouter un nœud de correction et puis l'ajouter ici. Bon. Chaque nœud suivant dans Resolve
va... alors, dans un premier temps, ce qui est intéressant avec Resolve, c'est que c'est un logiciel qui intervient sur les métadonnées, on peut en voir une partie là, de l'image. Hein. Ce n'est pas des filtres qui sont appliqués par-dessus une image, ça intervient sur les métadonnées même. Et donc, on modifie l'image, et chaque nœud suivant va agir en fonction de ce qu'on a fait auparavant. Hein. Et donc, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, si là, j'enlève complètement la saturation de mon image, c'est mon premier nœud. Hein. Sur le deuxième, si j'essaye d'ajouter de la saturation, ça ne va rien donner parce qu'il n'y a pas de couleur. Il considère qu'il n'y a rien. Il faut être intelligent dans la disposition de ces nœuds de façon à construire une image avec les informations et ne pas détruire d'informations. Hein. Donc mon premier nœud, c'est la réduction du bruit. Pourquoi? Parce que si je le mets en dernier, la réduction de bruit va agir non seulement sur l'image, mais aussi sur chaque modification que j'ai faite. Et donc ça va la faire réfléchir sans nécessité. Donc le premier nœud, c'est toujours réservé à ça. J'utilise très rarement de la réduction de bruit. Hein. Généralement, j'essaie de travailler avec le grain naturel. Et puis il y a d'autres façons de masquer le bruit en quelque sorte, qu'on va voir éventuellement un peu plus tard. Mais le nœud, il est là. On peut toujours le faire dormir en appuyant sur CTRL-D. Si on n'en a pas besoin, ou le laisser comme ça, neutre, hein, ça ne change rien. Voilà. Le deuxième nœud, ensuite, je vais agir avec des priorités en quelque sorte. Le deuxième nœud, ça va être ce qu'il y a de plus important dans l'image. Donc, une des choses les plus importantes, pour moi, c'est la balance des blancs. Hein? Ça va être un des premiers réglages qu'on fait. Après la balance des blancs, qu'est-ce qu'on va avoir? L'exposition. Et là, je vais avoir une première série de nœuds qui vont établir les fondations de mon image. Exposition, on va regarder un petit peu avec quoi on travaille. Là, on a beaucoup de place. Hein. Donc, on va augmenter les hautes lumières, à peu près jusque là pour l'instant. Hein. On pourra toujours masser un petit peu plus tard. On va... Bon, ça c'est un bug de la version 16. Voilà. On va descendre tout doucement. Je suis aussi un petit peu décalé par rapport à mon écran parce qu'il y a une caméra devant. Je ne voulais pas avoir de logiciel d'enregistrement d'écran. On a quelque chose d'un peu plus naturel comme ça. Voilà, et là donc on va... Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer, là les scopes. On a plusieurs scopes, là, la parade, waveform, vector scope, etc. Les scopes, ce sont nos yeux, ce sont les yeux des coloristes, c'est-à-dire que, en dépit du fait que cet écran est calibré, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir une perception fausse, c'est-à-dire qu'un écran, c'est l'interprétation d'une image, l'interprétation d'un blanc, d'un noir et des couleurs. Les scopes vont nous donner ce qui est véritablement l'image, c'est-à-dire que là, par exemple, dans notre parade, en haut, on va avoir dans l'espace Rec 709, hein, c'est l'espace colorimétrique dans lequel on travaille, c'est comme si on travaillait un objet dans une boîte, hein, et on définit les bords de la boîte. Donc, dans notre parade, là, en haut, on va avoir un blanc pur. En bas, on va avoir un noir pur. Tout ce qui est entre les deux, ce sont des gris, des nuances de gris. Et ces nuances de gris, ce sont nos informations avec lesquelles on travaille. Et donc, ce que je viens de faire, là, c'est étirer ces informations. Vous pouvez voir que rien qu'en étirant ces informations, on a une image qui est assez exploitable, si elle est bien exposée. Donc on va essayer de rapprocher les informations dans les hautes lumières les plus proches possibles du blanc, sans l'atteindre, parce qu'après on perd de l'information dans les hautes lumières juste là. On va essayer de rapprocher ces informations-là du noir, d'un noir pur, sans trop s'en rapprocher, sinon on perd ces informations. Et d'avoir un maximum d'informations ici au milieu, là. Information, 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 c'est ça qui compte. Ce qu'on peut observer également, donc là je reprends un petit peu des bases, hein, je suis désolé pour les personnes qui sont un peu plus connaisseurs.
Ce qu'on peut observer également sur notre image, c'est que en exposant l'image, en ajoutant du contraste en quelque sorte, on ajoute aussi de la saturation. C'est un phénomène naturel. Vous pouvez voir dans notre espace colorimétrique là, qu'on a ajouté énormément de couleurs. Là, on le voit là, hein, on voit la veste rouge. Hein. Donc déjà, on a fait pas mal de chemin. On peut voir sur le vector scope, là, le vector scope, c'est un scope qui va nous permettre d'identifier deux choses, la balance des couleurs et la saturation. Donc là, vous avez le rouge, là, vous avez le magenta, là, vous avez le bleu, un bleu marine plutôt, là, vous avez un cyan, le vert, le jaune et tout ce qui en a. La petite barre qu'il y a là, c'est la barre qui indique le grain de peau idéal. Donc dans un premier temps, quand on commence le colorisme, ce qui est important, c'est de suivre les règles. Et plus tard, une fois qu'on a bien maîtrisé ces choses-là, c'est comme dans toute autre activité, hein, une fois qu'on a bien compris les règles, eh ben on peut apprendre à tricher un petit peu. Enfin, pas tricher, mais dépasser les règles. Donc là, vous voyez, au niveau des noirs, je peux peut-être aller un tout petit peu plus profondément encore. Et les hautes lumières, là, je peux encore les tirer. Mais pour l'instant, je ne vais pas les tirer. Donc je travaille avec ces roues-là pour l'instant. Là, ce sont les roues de couleur. On pourrait travailler aussi avec les roues log, mais avec ces roues-là, on a des transitions entre les hautes lumières, les gammas et les noirs, qui sont un peu plus brutales. Donc elles ont leur utilité, mais pas celle qui nous intéresse pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une transition entre chaque luminosité, chaque indice de luminosité qui est doux. Hein. Donc on va continuer à construire notre arbre. Hein, on a une image qui est déjà bien partie là. Alors vous pouvez voir que juste là, hein, on a un petit peu d'effet glow, comment dire, un effet un peu comme dans un rêve, un peu brillant. Ça, c'est pas dû à quoi que ce soit que je fais ici, c'est pas un effet spécial ou quoi que ce soit, c'est un objectif, j'ai utilisé un vieil objectif russe pour avoir cette image, donc c'est tout à fait normal. On continue notre arbre. Donc on va ajouter des nœuds. Cette fois, je vais aller en bas parce que on va dans une deuxième catégorie. Donc ça, c'est ma façon de faire. Hein. Il y a 10 millions de façons de faire et je ne fais pas toujours exactement la même chose. J'adapte en fonction de chaque projet, mais en règle générale, j'arrive avec à peu près le même arbre à chaque fois. Ce nœud-là, je vais l'appeler Hue et ça va être la correction de couleurs individuelle. Hein, qu'on va, encore une fois, c'est je ne pense pas en avoir besoin ici. C'est une caméra qui a une retranscription des couleurs qui est très fidèle. Mais si jamais ici par exemple, hein, ou ici, on va pouvoir, par exemple, mon rouge, si je veux le saturer davantage, voilà, modifier un petit peu des couleurs, je vais pouvoir le faire là. Hein, avoir des petites corrections de couleurs. En l'occurrence, là je suis en train de filmer avec une caméra Blackmagic et les rouges auraient tendance à être un tout petit peu saturé, mais surtout dans les ombres, mais il n'y a rien de méchant. Prochain node, ça va être la saturation. Alors la saturation, on pourrait en parler pendant une demi-journée. C'est un sujet assez complexe parce qu'il y a plusieurs types de saturation. Il y a plusieurs types de saturation et plusieurs façons de saturer une image, donc on peut le faire tout simplement ici. Hein. Et les méthodes, je pense qu'il faut les appliquer à chaque projet. Donc en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les chaînes, là, on va éliminer la 1 et la 3, donc on a 3 chaînes, et puis on va aller dans l'espace de couleurs, on va sélectionner HSL, qui sont nos 3 chaînes, que vont contrôler cette saturation, et l'idée, c'est de ne contrôler qu'une seule chaîne, qui est la saturation elle-même, sans influencer la luminosité de l'image. Hein. Et donc on va contrôler ça avec le gain là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les scopes et avec le gain, on va pouvoir ajuster la saturation de façon un petit peu plus professionnelle. Et là, en l'occurrence, mon repère, ce sont les rouges. Là, vous pouvez voir qu'ils vont atteindre le petit carré qui est là. Hein. Et ça, c'est ce carré, il indique un rouge qui est sain, c'est-à-dire qu'on pourrait le pousser davantage, hein, tant qu'on ne dépasse pas le bord, normalement on est bon. Hein.
Donc on pourrait pousser l'image comme ça pour avoir quelque chose de très saturé et vous voyez, vif. Mais en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est des couleurs qui sont relativement saines, et donc on va rester dans le petit carré. Et là, on a une belle image, hein. Elle semble équilibrée, saine, et pas exagérée d'aucune façon. La prochaine chose que je vais faire, alors là, on peut regarder un petit peu où en est notre exposition. Vous voyez que ça n'a pas changé, hein. On va faire ça. L'exposition, elle ne change pas. Par contre, vous pouvez voir l'éclatement des couleurs, hein. Voilà, qui est très intéressant. Donc, prochain nœud, ça va être le détail. Alors, le détail, c'est un point sensible. On va sauvegarder. Le détail, c'est un point sensible. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que meilleure est l'image, meilleure est la caméra. Donc là, c'est filmé en 4K, ce qui, par rapport à des standards actuels, peut ne pas paraître extraordinaire. Mais c'est un 4K d'extrêmement bonne qualité. Là, j'ai rien je suis en train de chercher un point qui est en focus. Tiens, le bol a l'air de l'être. Non, il n'est pas. Là, je suis en train de bouger, donc c'est pas facile. Mais c'est un 4K d'excellente qualité, et donc on va avoir une reproduction de l'image de haut niveau. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de pixels, il s'agit de qualité de pixels, de profondeur des couleurs. Et là, on peut voir qu'on a beau zoomer, eh ben, on ne voit pas d'artefacts particuliers, de défauts particuliers. Donc avec cette image, avec une image de haute qualité comme ça, je vais pouvoir augmenter un petit peu, rien de méchant, hein, mais augmenter un tout petit peu le détail. Il faut savoir que dans ma caméra, j'avais enlevé tout détail digital, hein, tout ajout de détail digital, c'est une image qui est naturelle là. Donc avec une image comme ça, on peut ajouter un petit peu de détail, hein. Donc là, vous voyez, est-ce que vous allez voir? C'est très subtil, et c'est ce qu'il faut, hein. Il faut que ça soit subtil. Vous voyez, dans la fumée, on va voir un tout petit peu plus de détails. Peut-être qu'on va voir ça dans la main. Voilà. Il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est un zoom qui est, vous voyez, qui est quand même substantiel, hein. Ce que je fais, c'est que, donc, comme je le disais, meilleure est la caméra, plus je me permets d'ajouter un petit peu de détails. Donc là, c'est le maximum de ce que je vais ajouter, hein. 47, on était à 50. Sur des plus petites caméras, on peut avoir des documentaires avec de la GoPro, ou des caméras un petit peu plus digitales comme les Sony, tout ça. Je vais faire le contraire, je vais enlever du détail, hein, et de façon à retirer un petit peu de digital et retrouver une image plus organique. Et donc je vais aller à 55 à peu près. En général, c'est un point que j'aime bien, à 55. Et donc dans un premier temps, on a l'impression de perdre de l'information, mais ça fait toute une différence quand on regarde l'image sur un gros écran, parce qu'il y a quelque chose de plus vivant, de plus organique, hein. Faut pas chercher le détail pour le détail. Et en plus, avec ces caméras numériques là, souvent on ne peut pas enlever, il y a un ajout de détail qui se fait dans la caméra quand on filme, et on ne peut pas toujours le retirer, ça. Quand on peut le retirer, il faut le retirer absolument, mais quand on ne peut pas le faire, ou du moins pas entièrement, ou qu'il y a de la réduction de bruit ou des choses comme ça qui vont lisser l'image d'une façon un petit peu digitale, bizarre, il vaut mieux retirer du détail. Ensuite, le dernier chapitre en quelque sorte, ce nœud-là, je le garde pour, on va appeler ça un style, un look si vous préférez en anglais. Donc ça va être une stylisation de l'image. Voilà, donc ça va être varié. Est-ce qu'on veut une image standard, modèle, ou est-ce qu'on veut quelque chose d'un peu plus personnalisé? C'est là qu'on va le faire. Et puis ensuite, là j'ai un nœud qui est ma sauce secrète en quelque sorte. Donc je ne vais pas vous en parler. Je pense que c'est ce que je fais là généralement. Alors je le fais systématiquement. Oui, je n'arrive pas à penser à beaucoup d'exemples dans lesquels je ne le fais pas. Donc ce réglage-là, je le fais systématiquement, quasiment. Et je trouve que c'est quelque chose qui redonne un petit peu de vie à l'image, qui la transforme. Alors c'est subtil,
mais ça fait une différence pour moi. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir la différence, hein. Les gens qui ont l'œil voient la différence. Ce qui est amusant, c'est que quand je regarde des vidéos de coloristes sur YouTube ou sur Internet, personne ne parle de ça. Et pourtant, dans les films professionnels, je le vois systématiquement, hein. Dès que c'est un film à haut niveau, je vois que ça a été fait. Donc c'est amusant de voir que apparemment personne ne fait ça parmi les amateurs de YouTube, et les pros en fait le font quasiment systématiquement. Et le dernier nœud, c'est le grain, si nécessaire, donc toujours dans une volonté en fait depuis le départ, depuis qu'on a instauré des caméras numériques, l'idée c'est d'être au plus proche du film avec tout ce qui est plus pratique dans le numérique, hein. Et donc on essaie de reproduire un petit peu cette sensation, ce côté vivant de l'image. C'est comme si le numérique tuait l'image un petit peu et qu'on essayait de lui redonner vie au maximum, de lui redonner quelque chose d'organique, hein. Certaines personnes comme moi ont besoin de ce genre de choses. Donc j'ajoute systématiquement du grain. Ceci étant, bon, c'est comme tout, il ne faut pas que ça soit vulgaire. Donc là on va dans les effets, hein, ça vous l'avez systématiquement. On va noter film grain, et puis on le fait glisser là. Et puis ce que j'aime bien généralement, alors j'ai un grain qui est un petit peu personnalisé personnellement, mais j'aime bien partir d'un 35 mm 400T, c'est bien, c'est une bonne base, et puis ensuite on modifie un petit peu, quoi, mais voilà, en règle générale là on a notre truc. Donc c'est notre première étape. Oui, autre chose que je voulais rajouter. Pourquoi je construis cet arbre-là? Je pourrais faire tout ça en 2 ou 3 nœuds, peut-être même un seul, et j'aurais à peu près le même résultat. Quel est l'intérêt de diviser tous ces travaux en plusieurs nœuds et construire un arbre? Eh bien, quand vous travaillez, là j'ai 2 images, donc c'est assez simple. Quand vous travaillez avec, donc sur un documentaire par exemple, on va avoir peut-être environ 1500 clips, et souvent avec des caméras différentes. Donc des interprétations différentes des couleurs, différentes expositions, différentes lumières, différents moments de la journée, etc. etc. Et ce qu'on veut à travers tout le documentaire, c'est qu'il y ait une sorte de lien entre toutes les images. Donc il faut qu'elles se ressemblent au niveau des couleurs, au niveau de l'exposition, il faut que tout ait un sens. Par exemple, votre style là, hein, votre look, hein, que vous allez peut-être appliquer pour que vos images se distinguent un petit peu des images ordinaires. Éventuellement, c'est comme en mécanique. En mécanique, disons qu'on va y faire un carré, hein, et donc pour faire un carré, pour avoir des angles perpendiculaires, il faut partir d'une surface de référence. Ce qu'on appelle une surface de référence, c'est une première surface plate qui va nous permettre d'établir une base pour toutes les autres surfaces, hein. Ce sont les fondations. Eh bien, pour avoir un style que je vais appliquer à une image, disons que je fasse ça. Je refroidis un petit peu mon image. Si je veux que ce filtre, en quelque sorte, s'applique de la même façon sur toutes mes images, il faut que je parte de la même base. Et c'est là que je vais pouvoir, en fait, si je repars d'une image, là, hein, on va faire ça, et puis on va appliquer les changements qu'on a fait ici, à cette image-là, hein, avec un petit clic. C'est une sorte de copie. Et je me dis, ah oui, c'est bien ce que je voulais, mais cette image-là, elle est un petit peu plus sombre. Donc j'aime bien les couleurs, on a à peu près le même style, mais je veux juste, là vous voyez, il y a notre style qui s'est appliqué, hein, je veux juste un petit peu moins d'exposition parce que cette image-là, elle est plus claire. Et bien là, je sais où aller. Directement, je vais dans mon exposition et je peux modifier cette partie de l'image sans interférer sur les autres réglages, hein. Donc compartimenter, ça sert à ça. Si je vois que, bon là c'est la même caméra, mais il y a une couleur qui est pas pareille, là par exemple regardez les verts là, hein, ils sont un tout petit peu plus saturés ici, donc là je vais aller dans mon Hue, hein, dans mes couleurs en quelque sorte, on va aller dans Hue versus Sat, donc la relation entre la saturation et la couleur. Je vais sélectionner mon vert, là j'ai un vert kaki, je peux le sélectionner à l'écran d'ailleurs, hein, on va faire ça.
et je reste appuyé et je traîne un petit peu. Et là, il va me donner, vous voyez, donc ça c'est un outil assisté, qu'il y avait déjà dans la version 16. Il va me donner un point ici de référence qui contient cette couleur. Et puis là, je vais la désaturer un tout petit peu, hein, juste un tout petit peu, et ça va me permettre d'avoir un réglage similaire. On va faire plutôt, on va le pousser un petit peu plus comme ça. Donc quand je fais ce genre de choses d'ailleurs, ce que j'aime bien c'est exagérer. C'est-à-dire que je pousse l'image, là on était peut-être un peu trop saturé, je pousse l'image dans l'autre sens et j'essaie de trouver un juste milieu. Et vous voyez, on masse comme ça. On masse comme ça. Et ça va être pareil pour la saturation, l'exposition. Là, je fais ça un peu rapidement pour vous expliquer. Mais quand on veut vraiment entrer dans le détail, voilà. Ah, une chose à laquelle je pense aussi. La balance des blancs. Pour la balance des blancs, ce que je vous conseille, c'est de toujours travailler en linéaire. Hein, c'est ce que font les personnes qui travaillent en post-production, dans le CG, etc., hein, les effets spéciaux, visuels. On travaille en linéaire. Et donc, vous mettez la chaîne en linéaire et puis vous travaillez avec le gain, là, avec le petit cercle au milieu. Là, on peut établir une balance des blancs. Hein, et ça va être beaucoup plus fluide comme ça, beaucoup plus naturel. Donc là, c'est important de s'assister des scopes. Et là, on peut voir, vous voyez, qu'on tire vers le froid, hein, vers le vert et vers le froid. C'est parce que j'ai mon style là, hein, que j'avais poussé comme ça. Donc imaginons que ça soit imbriqué dans l'image et qu'on veuille rétablir l'équilibre. Le point blanc là que vous avez au milieu, c'est votre balance des blancs parfaite. Hein, donc là, hop, on va juste remettre ça au centre et on a une image qui est naturelle et bien construite, tout simplement. Vous voyez, en 2 minutes, ça a été fait et je me fie non pas à mon écran, là, à la reproduction de l'image, mais à mes scopes. Hein. C'est ça mes yeux. Hein. À la limite, ça, j'en ai pas besoin. Enfin, si, quand même un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça, c'est la base. Première partie de la vidéo. Deuxième partie, je vais vous montrer une technique pour appliquer Technicolor en digital. Donc Technicolor, là on va parler particulièrement de Technicolor en trichrome. Hein, donc la technique, le vrai Technicolor, hein, qui était vraiment un produit fini en quelque sorte. Hein. Donc Technicolor, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est très ancien. Hein, Technicolor en trichrome, on parle de 1928, hein, la création. Donc c'est pas d'hier. Donc Technicolor s'était appliqué à des films. Hein. En l'occurrence en trichrome, ça consiste à... Donc on avait 3 négatifs noirs et blancs qui chacun était dédié à une couleur, rouge, vert, bleu, et puis 3 matrices d'impression avec également ces 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Et donc c'est un processus qui a été inventé par des personnes qui sont bien plus intelligentes que moi, mais en l'occurrence, moi ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de les reproduire de façon digitale. Donc une fois qu'on a compris le principe appliqué au film, l'appliquer à du digital, c'est beaucoup plus simple. Donc on mettait un prisme devant un objectif pour diviser les couleurs en 3 groupes. Et chaque couleur était capturée individuellement dans 3 films, dans un film en noir et blanc. Ensuite on les recombinait et ça donnait ce qu'on appelle Technicolor en trichrome. Et l'avantage de Technicolor, c'est que les couleurs étaient très pures. Donc par exemple le rouge, qui est assez difficile à reproduire de façon digitale, on voit qu'il y a beaucoup de fabricants de caméras, de bas quartier, qui ont beaucoup de mal à reproduire fidèlement un rouge. Et bien avec Technicolor, on va avoir un rouge pur. Donc la première chose qu'on va faire, cet arbre il reste là et on va continuer la construction de l'arbre Technicolor juste à côté. Il faut vraiment que je tasse ça parce que ça va prendre de la place. C'est pas très joli, mais ça va avoir du sens. Donc la première chose qu'on va faire, eh bien, où est-ce que je vais faire ça? On va commencer là, puis on verra après. La première chose qu'on va faire, eh ben, c'est se faire 3 correcteurs. Voilà, on va créer 3 correcteurs qui vont être individuellement, donc le rouge, le vert et le bleu. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est les attacher
à notre ancien arbre. Voilà. Donc là on voit mal, mais vous voyez, il y a juste à connecter les petites flèches vertes avec le carré vert. Donc on va cliquer, on va commencer par cliquer sur ce rouge là, et puis on va aller dans cette table là. Non, c'est pas cette table là, c'est cette table là. Autant pour moi. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va désélectionner, préserver la luminance. Voilà. C'est une étape très importante. Si on ne fait pas ça, on va avoir tout un tas de problèmes plus tard. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que le vert, on va le mettre à 0, et le bleu également. Voilà, donc on ne garde que le rouge. Hein, vous pouvez voir que là, mon nœud est devenu rouge. C'est normal. Donc le rouge dans les rouges est à 1. Le rouge dans les verts, on va le mettre à 1 également. Et le rouge dans les bleus, on va le mettre à 1. Voilà. Donc tous vos rouges sont à 1, tous les verts et bleus sont à 0. On va faire exactement la même chose pour le vert. N'oubliez pas de décocher. Hein. Voilà. Et donc là, rouge à 0, bleu à 0, les verts à 1. 1. C'est là qu'est l'importance de nommer ces nœuds, c'est de s'y retrouver, vous voyez. À chaque fois, si on a un problème, on sait exactement où aller. Même chose pour bleu, vous avez compris le principe. Allez tout doucement, faites bien attention à ne pas rater un détail. Parce que si vous faites une erreur maintenant, vous allez voir que ça va vite devenir une véritable toile d'araignée plus tard. Donc, chaque étape, faites-la doucement et vérifiez derrière vous que vous avez bien fait ce qu'il fallait. La prochaine chose qu'on va faire, c'est cliquer sur chacun de ces nœuds et ajouter un nœud en série. Pour chacun d'entre eux, d'accord? Voilà. Individuellement, vous ajoutez un nœud en série de la sorte. Et ces nœuds vont avoir pour fonction de descendre un petit peu la luminosité. Donc on va les mettre, on sélectionne le premier nœud et on va le mettre à 0,5. Voilà, le gain, hein, très important. 0,5 partout. Voilà. Une fois la chose faite, donc là, on va noter. Voilà. Vous faites CTRL-C, et puis là, CTRL-V, CTRL-V, pour copier ces réglages-là. Hein. Donc, pour chaque chaîne, rouge, vert, bleu, on descend le gain à 0,5. 0,50. C'est une étape importante parce qu'on va mixer et jouer beaucoup avec certaines couleurs, et pour ne pas avoir de problème d'exposition, c'est vraiment important de le descendre un petit peu. À tout ça, on va ajouter ce qu'on appelle des layer mixers, ce sont des mélangeurs de couches. Hop. Et donc on va en ajouter un pour chaque rang de nœuds, et chacun de ces nœuds, alors c'est très important, on va changer le mode composite, il est sur normal, on va le mettre sur subtract, hein, soustrait, chacun d'entre eux, très important, parce qu'on veut supprimer certains tons de couleur pour chaque chaîne qu'on est en train de créer. Et d'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai plus ce rouge, vert, bleu hein, qu'on avait durant un moment, c'est devenu noir et blanc. Hein, c'est tout à fait normal. Tout simplement parce que Technicolor partait d'une image en noir et blanc, et donc c'est ce qu'on essaye de reproduire. La prochaine chose qu'on va faire, donc on va sélectionner le rouge là, et puis d'ailleurs ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu ça, j'essaie de rendre ça le plus visuel possible, hein, on va le décaler un tout petit peu. Et notre rouge, on va l'attacher à la flèche du haut de notre mélangeur de couches. J'essaie de traduire en français en même temps. Hein, on va faire la même chose pour le vert et la même chose pour le bleu. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc c'est une étape très importante, c'est avec la flèche du bas, là, c'est là qu'on va soustraire un subtract.
Et c'est là que commence le processus Technicolor. La façon de le faire correcte, c'est de cliquer sur le gain du rouge, hein, et puis avec le carré vert, là, d'aller sur cette flèche verte du bas, celle du vert. Voilà. Le vert, lui, va sur la flèche du rouge. Donc si on traduit un petit peu, là, on a un négatif rouge pour le vert et un négatif vert pour le rouge. Pour le bleu, c'est un tout petit peu différent, il va aussi se soustraire au rouge, de cette façon. À partir de là, donc on va peut-être tasser un tout petit peu ça. Voilà. Chacun de ces nœuds, là, on va y ajouter un nœud en série, que voici. Voilà, comme ça c'est bien. Et ces nœuds-là, là, ils vont juste nous permettre de reconstruire des mixeurs, des mélangeurs de couches. Hein. C'est juste une excuse pour reconstruire ces mélangeurs de couches. Donc ça fait un petit peu bricolage, mais le résultat va être là. Ne vous inquiétez pas. Mais cette fois, il y a une petite nuance à ajouter, sauvegarder, c'est que chacun de ces mélangeurs de couches, on va aller dans Composite Mode, et on va cliquer sur Add cette fois, hein, pour chacun d'entre eux. Bien sélectionné. Add et Add. Voilà. On va les connecter. Hop. Et ce qu'on va vouloir faire là, c'est attacher donc notre exposition au négatif de ces mélangeurs. Donc on va prendre notre bleu et puis on va l'attacher au rouge. C'est là que je vais vous perdre peut-être un petit peu, mais on va faire la même chose pour le vert. C'est-à-dire qu'on repart du bleu et puis on va aller vers le vert. Le vert, lui, vous avez parlé de toile d'araignée, hein, et il va aller dans le bleu. On va de nouveau créer des nœuds en série pour chacun de ces mixeurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le RGB mixeur. On va de nouveau désélectionner, préserver la luminance, et on va mettre à 0 le vert et le bleu. C'est un petit peu différent de ce qu'on a fait avant parce qu'on ne va pas soulever les rouges cette fois-ci. Même chose pour le vert, on enlève la luminance, très importante de faire cette étape. Cette fois-ci, c'est le bleu, hein, là ça redevient logique. Et le rouge qu'on met à 0, on préserve le vert, laissez le bleu où il est. Voilà. Et cette fois-ci, vous pouvez voir apparaître nos 3 filtres, rouge, vert, bleu. La magie commence à opérer. On va faire un clic droit ici par exemple et créer un mélangeur de couches, encore un. Donc on peut voir que de façon standard là on a 2 flèches, ce sont 2 prises en quelque sorte. On va en ajouter une, hein, juste ici, Add One Input. Voilà, pour avoir 3 prises. Et donc ça va nous permettre de connecter les anciens nœuds à chacune des petites flèches. De cette façon. Sur notre mélangeur, on va faire un clic droit de nouveau et cliquer sur Add. Ajouter. La magie va s'opérer lorsqu'on connecte ce nœud à notre prise finale. Hop. On a Technicolor. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, tout à l'heure, j'ai fait tout un tas de modifications. Hein. Donc, on va éteindre tout ça. Et là, ça ne marche pas parce que j'ai éteint ça. Voilà. Et là, j'ai juste activé mon exposition. Et voilà. La science des couleurs, Technicolor, juste devant vous. Et alors, à partir de là, en fait, tous les réglages qu'on a fait auparavant, vous pouvez toujours les faire intervenir. Hein. Donc, ajouter de la saturation. Mince. Si nécessaire, là, c'est plus nécessaire dans la mesure où on a une saturation naturelle. Donc là, ça va paraître un petit peu trop, mais on peut toujours
le réarranger. Hein. Là, on peut voir que mon rouge, vous voyez, il est parti beaucoup trop loin. On va le descendre un petit peu. Voilà, pour retrouver quelque chose de normal, de naturel. Donc c'est un tout petit peu plus saturé que ce que Technicolor aurait fait. On va pouvoir ajouter notre détail, hein, notre grain, si on le souhaite, qui d'ailleurs qu'on peut remettre plutôt à la fin. Hein. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va le débrancher ici. Hop. Hein. On va le débrancher là aussi. Delete avec un clic droit. Faire ça à la souris, ça va plus vite. Hop. Et puis ça, on va le brancher là. Et ça ici. Hop. Voilà. On branche ça. Vous voyez, c'est un petit peu étrange. Et voilà. Et notre grain est à la fin maintenant. Merveilleux. Voilà les amis, vous savez tout maintenant. Entraînez-vous bien à colorier les images et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.